Bonjour, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et aujourd'hui j'inaugure un nouveau format avec Assia Milan pour un entretien sur l'amélioration continue. Pour ce premier numéro, je reçois donc une consoeur, Assia Milan, fondatrice de Seedwork, un cabinet de conseil en management. Alors, si vous entrez en contact avec Assia sur LinkedIn, vous allez retrouver des termes familiers à ce micro et sur mon blog. L'ANACT et l'ARACT, NWX, qualité de vie au travail, management, marque employeur, conduite du changement, volet social de la responsabilité sociale des entreprises, répondre aux enjeux des entreprises pour demain, que ce soit l'engagement au travail, la performance durable et l'innovation sociale. Et l'objectif affiché d'Assia, c'est l'accompagnement à une meilleure prise en compte du facteur humain pour allier engagement et performance durable des organisations et territoires. Des thématiques on ne peut plus liées à l'amélioration continue. À titre personnel, j'ai rencontré Assia il y a plusieurs mois maintenant au Club Agile de Normandie pour la première fois, si je m'en souviens bien, je crois que c'est bien ça. Et depuis, on se croise régulièrement à l'occasion de différents salons et événements professionnels auxquels elle participait dans le cadre de ses missions à l'ARACT de Normandie, dont le dernier en date s'est déroulé peu de temps avant le confinement, concernant la marque employeur, et ça avait été l'occasion d'expérimenter les jeux de l'ANACT que j'ai ensuite acquis et pour lesquels j'ai fait un billet de blog. Donc tu m'avais bien convaincu, Assia. Et il y a quelques semaines, j'ai vu passer un message sur LinkedIn m'informant qu'Assia rejoignait NWX avec l'entreprise Seedwork qu'elle venait de créer. Ça m'a donc donné envie d'avoir un échange avec elle pour qu'on ait justement une petite discussion sur qu'est-ce que Seedwork. Nous allons voir ça ensemble. Donc, merci Assia d'inaugurer ce format d'échange et de discussion. Et après cette présentation, je te laisse compléter, rectifier si j'ai fait des erreurs. Et ensuite, je t'invite à nous présenter ton parcours et ce qui t'a amené à créer Seedwork. Merci Nicolas pour cette présentation dans laquelle je me retrouve tout à fait. Et puis ça permet de revenir un peu aux origines aussi de notre rencontre et de voir tous les sujets qu'on partage, qui nous sont familiers à tous les deux. Effectivement, donc Seedwork Conseil Innovation, c'est du coup mon entreprise que j'ai créée qui a un mois tout juste maintenant, mais à laquelle je pense depuis quelques temps. En fait, du coup moi j'interviens depuis plus de 17 ans dans la conduite des changements organisationnels. À la base, j'ai une formation un peu hybride, j'ai fait de l'économie-gestion, de la sociologie des organisations qui m'a beaucoup marqué et des ressources humaines. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler sur la conduite et l'accompagnement des changements. Donc la sociologie a été pour moi vraiment un objet d'analyse, de compréhension des systèmes. Et du coup, j'ai travaillé dans le passé comme organisateur dans un bureau organisation méthode. J'ai conduit des restructurations. J'ai ensuite occupé des fonctions de management. J'ai travaillé en caisse primaire d'assurance maladie sur des univers très changeants. Et ensuite, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir mettre toute mon énergie à la prise en compte du facteur humain, parce qu'en fait le constat, j'ai toujours eu ces enjeux de finalement comment placer l'homme au cœur, et avec cette croyance que finalement avec une vision positive de l'humain, on arrive à aller très loin en fait, et c'est source à la fois d'efficacité, d'innovation, d'engagement, et avec le constat finalement que beaucoup de projets de transformation dans les entreprises ou organisations diverses et variées, dans les fonctions publiques également, finalement l'homme a intervenu un petit peu après et finalement s'interrogeait en disant oui mais il résiste au changement, il se plaigne, il y a des problèmes de santé au travail, des risques psychosociaux, et finalement c'est de revenir aux sources et de dire plus ce facteur humain il est intégré et pensé en amont, et plus c'est une ressource immatérielle qui est vraiment très très importante pour les entreprises. Et donc du coup j'ai à cœur de pouvoir accompagner pour faire prendre conscience de cette importance-là et de pouvoir remonter petit à petit, parce qu'on change pas du jour au lendemain, une culture et des pratiques, et c'est finalement faire intégrer cette dimension le plus en amont possible dès qu'on pense un projet, et de finalement ça renvoie à la notion de gouvernance finalement des structures, c'est-à-dire quelle est la place et quel est le rôle de chacun, et que chacun puisse être acteur. D'accord. Donc, en fait, ce que je comprends, c'est que, contrairement à ce que des fois on peut entendre dans certaines entreprises, faire du management humain n'est pas contre-productif. C'est pas forcément du paternalisme. C'est pas faire l'assistante sociale. Au contraire, c'est un vrai levier de performance derrière, et que finalement, ne pas le prendre en compte, au contraire, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied. Exactement. Et en fait, tout dépend de ce qu'on met derrière cette notion de management.
Et je pense que voilà, en France, on n'est pas les champions du management participatif. Alors toutes les études européennes montrent voilà qu'on est encore très une culture managériale encore beaucoup par le présentéisme avec des niveaux hiérarchiques pyramidales. Donc c'est culturel aussi, je dirais en France par rapport à d'autres pays. Néanmoins, ça bouge et je pense que ça s'accompagne et c'est des vraies prises de conscience. Moi, je dis souvent que le nerf de la guerre, c'est les processus décisionnels et c'est les organisations. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, il y a la mode du management bienveillant, par l'empathie, En fait, il y a beaucoup de modes managériales. Et pour moi, il faut vraiment pouvoir faire attention à, finalement, quel est le socle. Voilà, quels sont les fondamentaux. Et finalement, quelque part, les fondamentaux, ça change pas tous les ans, ni tous les 3 ans, selon les modes managériales. C'est cette prise en compte du facteur humain, qui est acteur ou pas dans l'entreprise. Et quand une entreprise se développe fortement, finalement, comment accompagner le développement de l'entreprise pour que ce que j'appelle le principe de subsidiarité, c'est finalement le bon niveau de décision. Voilà, et pas une centralisation des décisions, mais que chacun puisse être acteur. Et c'est seulement là que l'engagement pourra se mettre en place. Ce que tu dis, les entreprises qui grandissent, elles ont souvent ce petit problème de passer le cap du management en passant d'une entreprise où on est un petit groupe, un petit noyau. Des fois, ce sont des gens qui se sont connus à l'école, qui ont créé leur entreprise, ils sont 4-5 et puis ils s'entendent bien, ils sont tous d'accord sur leur projet, puis ils commencent à embaucher quelqu'un qui était pas là initialement, puis 2, puis 3, puis 15, puis 20. Et là, il y a ce niveau de décalage entre être encore complètement je dirais ancré dans la prod, dans le quotidien, et puis se dire non, là il faut que je délègue, mais comment je délègue, comment je fais, comment je lâche un petit peu prise, mais tout en gardant le même esprit et garder ses valeurs. C'est ça qui est difficile en fait. C'est ça, et je pense que c'est pas évident pour un certain nombre de dirigeants parce que c'est faire le deuil de certaines choses. Sûr, ouais. Et c'est un dirigeant qui justement a racheté l'entreprise dans laquelle il était salarié et en fait lui-même exprimé ça en disant il fallait que je sorte de la partition. Et j'ai trouvé ça intéressant de dire faut que mon entreprise puisse fonctionner sans moi, mais comment faire, du coup il a repensé toute son organisation pour impliquer les équipes et autrement, et que chacun y trouve du sens. La question du sens au travail est essentielle, et la crise qu'on a vécue avec l'épisode Covid aussi a pu le démontrer. Finalement, quel sens de son travail, quelle autonomie, quel niveau de responsabilité, et la question de la relation de confiance aussi qui est essentielle. Dans la délégation, il y a une notion de confiance. C'est pas uniquement, je caricature souvent en disant, c'est pas juste transférer un mail délégué, quoi. C'est Derrière, ça, exactement. Il faut donner les moyens, mais ça veut aussi dire laisser toute confiance à une personne à qui on a délégué une mission, de la mener à bien. Quoi. Et c'est aussi s'autoriser à expérimenter, le droit à l'erreur. Et je pense qu'encore aujourd'hui, cette notion de droit à l'erreur est parfois un petit peu tabou, alors qu'en fait, c'est une occasion d'apprentissage exceptionnelle. En fait, finalement, il y a que celui qui fait rien qui ne risque de faire aucune erreur. Et au contraire, s'il y a une erreur, c'est comment on en échange, on en discute, quel apprentissage, et c'est une occasion d'apprentissage collectif. Je rejoins tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le terme droit à l'erreur qui en France est très connoté, parce qu'il est forcément négatif. Erreur égale négatif. Et j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, j'en avais parlé dans un podcast précédent, qui évoquait le droit à l'essai. Oui. J'aime beaucoup cette expérimentation parce que l'essai, ça peut aussi se conclure par un succès. C'est ça. Et c'est vrai qu'en disant droit à l'essai, ça veut dire que potentiellement ça peut être une erreur ou un succès. Après, le problème, c'est faut pas que les erreurs se reproduisent. Mais ça, encore une fois, ça c'est ce qu'on a. Justement, c'est l'amélioration continue. Faire en sorte de capitaliser sur ses points forts, mais aussi sur ses échecs. Voilà. Mais ça rejoint le concept d'organisation apprenante. Et il y a eu un rapport paru dernièrement de France Stratégie, justement, qui recommandait, en fait, finalement, que entre guillemets, les politiques publiques en France soutenaient pas encore suffisamment le développement d'organisations apprenantes. Et c'est finalement la puissance et la force d'une organisation. C'est pas tant d'avoir telle solution d'organisation ou telle compétence, c'est sa capacité à apprendre, à se réinventer, à s'adapter à l'évolution des contextes. Et je pense que ce sera un élément clé, stratégique. Écoute, moi, je te rejoins, bien sûr, forcément, on est d'accord sur de nombreux points. Alors là, c'est ton parcours qui s'est c'est plus ta philosophie là que tu viens de nous dresser. Et donc ça aboutit finalement après 17 années d'expérience, d'expérimentation certainement également. Et puis on voit que t'as touché vraiment à tout. Donc c'est aussi plus intéressant pour être pertinent quand on se lance à son compte. Et justement, tu t'es lancé il y a maintenant quelques semaines. Quel est ton objectif avec ce projet? C'est d'accompagner quel type de structure, dans quel cadre? J'ai vu notamment que depuis peu, puisque c'était depuis 15 jours, tu étais
IPRP, pardon. Intervenant en prévention des risques professionnels. Alors, voilà, qu'est-ce que ça implique, par exemple, ce type de mission? Comment tu comptes le concrétiser, le matérialiser? Alors, pour déjà expliquer un petit peu mes cibles, je dirais j'ai trois cœurs de cible. Ça peut être d'une part de la TPE, PME ou ponctuellement de la grande entreprise sur certains sujets. Ça peut être également, alors sur tout ce qui est problématique de qualité de vie au travail, de projets d'investissement, de projets de transformation. Du coup, comment accompagner la prise en compte, du facteur humain. Une autre partie de cible, ça correspond aussi aux organismes publics. Donc, connaissent de fortes transformations avec des enjeux forts en termes de management, de transformation numérique, avec l'enjeu de la relation à l'usager. Et également un troisième cœur de cible qui est un secteur dans lequel je suis beaucoup intervenue ces dernières années, notamment tout ce qui est secteur sanitaire et médico-social, et qui sont au cœur aussi des enjeux, on l'a vu avec l'expérience Covid, sur à la fois la qualité de la prise en charge des patients résidents. On parle de symétrie des attentions finalement, comment aussi prendre en charge la qualité de vie au travail des équipes, qui est essentiel. Donc, je dirais que dans les types de missions menées, c'est vraiment une adaptation, vraiment selon les besoins. Après, c'est assez, je dirais, dans 70% des cas, plutôt du conseil. Donc, c'est de l'appui à, justement, expérimentation. Donc, c'est d'accompagner pour mettre en place ces démarches innovantes, expérimentales. Là, par exemple, à la prise de décision, aider à la prise de décision, mais finalement collective. C'est toujours décloisonné. C'est toujours des démarches qui associent et la représentant du personnel et la direction, et qui s'appuient. Les premiers acteurs de la démarche, c'est les collaborateurs, en fait, qui font le travail sur le terrain. Je dis toujours que le premier expert du travail, c'est celui qui le fait. Donc, lui donner toute sa place. Et du coup, de s'autoriser à organiser des remontées. Donc, c'est finalement du principe de management participatif à expérimenter. Alors, pour certaines entreprises, c'est complètement nouveau. Pour d'autres, il y a une certaine forme de maturité. Donc, c'est les aider à aller plus loin et à mettre en place des démarches d'évaluation. Donc, à titre d'exemple, dans 2 structures que j'accompagne là, en conseil, actuellement, sur mes premières missions, on est sur la généralisation du télétravail, avec des enjeux forts d'accompagnement sur le management à distance, voire des reconceptions aussi, repenser l'organisation des locaux. Global, oui. Et les outils numériques pour collaborer. Voilà. Donc, c'est des exemples. Ça peut être aussi, là, sur de la transformation numérique dans les fonctions publiques, ou aussi sur la PME, sur des projets d'investissement. D'accord. Oui, donc c'est assez varié. Après, je dirais que la question de la prévention des risques professionnels, elle doit être intégrée systématiquement à toute démarche. C'est-à-dire que quelle que soit la clé d'entrée, finalement, il faut pouvoir se dire finalement comment intégrer ces enjeux le plus en amont possible et éviter que ça génère des effets délétères. Bien sûr. Mais j'aime bien dire que la santé, c'est avant tout, si on prend la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être, et pas qu'une absence de maladie. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de santé par rapport à des pathologies ou des choses comme ça, ou des choses qui viennent nous empêcher d'être... Exactement. Mais effectivement, être en bonne santé... c'est mon parcours après de sociologue qui travaille sur l'identité. Le travail peut être constructeur d'identité, de collectif, de socialisation. Donc, c'est de voir aussi tous les aspects positifs du travail et comment les développer, les préserver. D'accord. Et donc, là, on sent que t'es quelqu'un d'enthousiaste, vraiment impliqué dans ton travail et dans tes missions. Et justement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin, particulièrement? Est-ce qu'il y a Découvrir, apprendre, rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux univers. Je pense que c'est un état d'esprit de se dire, moi je dis toujours, faut toujours se laisser surprendre par le terrain. C'est-à-dire qu'il faut jamais venir en disant, alors les centres d'appel ou centres de relations clients, je connais parce que je suis intervenue. Non, telle entreprise va être différente d'une autre parce que c'est pas la même histoire, c'est pas le même parcours, c'est pas le même contexte. Voilà, c'est pas les mêmes contextes. Donc c'est en fait vraiment cette posture de curiosité, d'apprentissage qui est essentielle, et c'est d'apprendre ensemble. Voilà. Donc, pas arriver avec un dogme, une réponse toute faite. Complètement. Voilà, c'est ça, les méthodes, les chacun détient une partie de la réponse, donc je pense que la solution elle est vraiment dans l'intelligence collective, et que le rôle finalement d'accompagnement, c'est beaucoup un rôle de facilitateur. De faire prendre du recul et par un effet de miroir de renvoyer aussi qu'une partie des solutions elles sont détenues par les personnes, et c'est de les amener à les aider à les construire. Donc c'est plus une expertise sur la méthode et la démarche que sur le contenu des sujets en tant que tel. Finalement, arriver à faire émerger les solutions de la structure elle-même, de l'organisation, de l'organisme lui-même,
et voilà, du plus être là pour faire la catalyse du sujet, quoi. Oui. C'est ce qui sera plus efficace, parce que des très beaux diagnostics avec des préconisations, avec 30 actions, mais qui personne ne met en place parce que personne ne met en place, que ça pas voilà, c'est plus ça qu'on cherche en fait, c'est vraiment que les gens se sentent concernés. C'est-à-dire voilà, que les personnes soient actrices de leurs solutions. Très bien. Alors là, on a parlé de choses vraiment enthousiasmantes, motivantes, etc. Mais dans ton parcours là que tu viens de nous dresser, quelle démarche, alors ça peut être une ou plusieurs, considères-tu comme un échec? Quelque chose qui n'aurait pas fonctionné comme tu le voulais, et derrière, qu'est-ce que tu en as retenu, en fait, par rapport, on sent que c'est ta démarche qui t'anime, donc. Oui, alors parfois, on se rend compte que si l'objectif, c'est de pouvoir transformer les situations de travail, donc un objectif de transformation et pas uniquement une sensibilisation, des incantations, du coup, c'est quelque chose d'assez exigeant, qui peut prendre beaucoup de temps. Et sur certaines démarches, parfois, j'ai pu me dire, l'énergie déployée. Et puis finalement, on a l'impression, on peut dire que ça accouche d'une souris, mais que le pas peut être des fois. Et moi, ça m'a appris. Alors c'est des choses qui sont parfois arrivées. Alors une démarche qui est très portée par un acteur qui part, et du coup ensuite l'acteur suivant qui reprend la direction est moins impliqué. Donc du coup ça repose la question la colonne vertébrale de la démarche, ton intégration vraiment dans le fonctionnement pérenne de l'entreprise. Et je pense que l'apprentissage derrière ça, c'est vraiment en tant qu'intervenant, pas se fixer des objectifs pour la structure qui sont parfois un peu trop importants ou démesurés. C'est vraiment la théorie des petits pas. Voilà. Et que voilà, c'est l'objectif de la structure, et l'aider à avancer progressivement dans la théorie des petits pas, et que chaque avancée soit une avancée qui soit vraiment pérenne et concrète. Durable, c'est le terme qu'on voit vraiment dans ton... qui transparaît en filigrane dans tout ce que tu publies. Et en gros, si je comprends bien, l'idée, c'est de pas arriver en mettant de la poudre aux yeux, en racontant que tout le monde va réussir à tout faire, devenir le numéro 1 demain. Non, c'est de se dire, par contre, ce que vous allez mettre en place, ça vous servira et vous allez capitaliser dessus. Et c'est sûr, ce sera peut-être pas hyper impressionnant, spectaculaire, mais par contre, ça sera efficace. C'est ça. C'est un peu tout ça, à si fait. je comprends bien. Exactement. C'est d'être très pragmatique. Concret, pragmatique, et il vaut mieux des choses qui prennent sens, qui recréent la confiance, même si des fois c'est une amélioration qui peut être modeste, mais cette amélioration-là, parce qu'elle a existé, va permettre d'en ouvrir d'autres. Donc c'est une notion de cheminement. Voilà. Donc pas viser tout de suite la transformation globale. Voilà, c'est vraiment cet apprentissage-là et qui guide aussi aujourd'hui vraiment cette... Ça me paraît, c'est aussi mon approche. C'est d'ailleurs dans l'amélioration continue, il y a bien ce terme-là, c'est amélioration continue au sens, et pas forcément par rupture, par grosse marche, par petit à petit. Effectivement, la théorie des petits pas, ça me parle beaucoup, parce que ça fait peur à beaucoup de gens quand on leur dit voilà, vous allez mettre en place quelque chose, on va changer quelque chose dans l'entreprise. Tout de suite, c'est le changement fait peur, donc tout de suite on a des freins. Et finalement, quand ils se rendent compte que c'était que ça, si on avait su, on l'aurait fait avant. On l'a pas fait parce qu'on appréhendait, parce qu'on n'avait pas le temps, reposer sur le... Voilà, donc je te rejoins complètement sur cette démarche. Et quel est le principal succès, par contre, que tu pourrais mettre en avant? Quelque chose que tu dis, là, je suis vraiment contente, ça a fonctionné du feu de Dieu, voire plus que ce que j'attendais, quoi. Alors c'est quand il y a réellement sur... plusieurs accompagnements, une prise de conscience en fait sur des situations où il y avait une distance, voire je vais pas dire un conflit, mais vraiment une rupture entre les équipes de terrain, la direction, où chacun en fait a un discours sur l'autre en disant finalement ils s'investissent pas, oui mais on nous écoute pas, et finalement par l'accompagnement et par la méthode de faire prendre conscience en les faisant travailler ensemble séparément et puis ensemble, de dire oui mais on a les mêmes objectifs, et finalement on va aller dans le même sens, et de reconstruire la confiance, le dialogue, et du coup qui est une énergie, une synergie, réduction de l'absentéisme. C'est sur certains accompagnements, ça a pu être vraiment très moteur. Et je pense aussi à un autre accompagnement qui était très riche sur la relation de donneur d'ordre sous-traitant. Parce que c'est des rapports et où c'était une démarche qualité de vie au travail, où le donneur d'ordre et le sous-traitant ont travaillé ensemble en mode expérimental et en impliquant des équipes de terrain, et qui ont été écoutées dans leurs propositions et suivies par le donneur d'ordre, et en disant non seulement c'est plus efficace au niveau du travail, ça a plus de sens pour vous, et on vous suit, on déploie la solution. Donc vraiment
l'écoute terrain, de la mise en place. Il y a vraiment du concret et de l'émulation positive à 100% là. Voilà, et en partant de vécu des équipes et qui elles-mêmes proposent une autre façon de gérer et avec le donneur d'ordre qui aussi regarde l'aspect efficacité, qui se dit c'est non seulement ça c'est positif pour vous en termes de qualité de votre travail, en plus c'est aussi plus efficace et je vous suis. Donc c'était à la fois une forte reconnaissance pour les équipes de terrain d'avoir le donneur d'ordre présent qui les écoute et suit. Qui voit, qui écoute, qui est là, et on sent quelque chose qui transparaît encore une fois. Ce que t'aimes bien dans ton discours, j'ai l'impression, c'est, j'appuie dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent. C'est les gens qui font. Il faut les écouter. Faut être à l'écoute. Il faut savoir quelles sont leurs problématiques. C'est pas juste des râleurs. C'est pas juste des gens qui sont tir au flanc, qui ne veulent pas faire. Souvent, ils ne font pas ou ils font mal parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et que c'est souvent pour parler un petit peu de moi juste 2 secondes, je fais il y a pas très longtemps une formation auditeur auprès de l'AFNOR et ce qu'on nous dit c'est surtout jamais de jugement personnel sur les personnes. Même quelqu'un qui fait une grosse erreur, une grosse boulette, etc., il faut identifier le fait que c'est un problème du système, de l'organisation. Le système qui a peut-être pas mis la bonne personne au bon endroit. Ça peut être un mauvais recrutement, ça peut être quelque chose. Mais ne pointer qu'un coupable, c'est oublier tout le reste du problème, en fait. Et puis, il y a ce côté, le diable est dans le détail. Et en fait, c'est rendre visible le travail. Oui. Rendre visible le travail, qui est souvent, finalement, peu pris en compte, parce qu'on en vient beaucoup à piloter des objectifs, avoir beaucoup de reporting. Mais voilà, quel est le travail, le sens du travail, et comprendre le travail. Voilà. Ouais, le concret. Moi, souvent, quand on me dit « il résiste au changement », j'ai une petite ampoule qui s'allume et je me dis « ah, ça va être intéressant de creuser pour comprendre, en fait ». C'est avant d'aller... Enfin, souvent, c'est action-réaction et c'est justement freiner ça. De dire « stop, arrêtez-vous ». Et avant d'aller sur une solution, parce que finalement, il y a un peu un sentiment général de dire « on est efficace si on trouve des solutions ». Mais pour moi, on est efficace et déjà, on a compris. Oui. Ah ouais. Et avant d'agir et de trouver une solution, c'est quelle compréhension de ce qui l'analyse. Ah là là. On passe trop souvent comme tu dis, action à réaction, sans se poser la question est-ce qu'on avait bien identifié le vrai problème, la vraie cause en profondeur. Voilà. Tout de suite, c'est en général c'est le plus gradé qui décide de l'action en plus, ou la plus gradée qui dit il y a eu ça comme problème, on va faire ça. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien ? Est-ce que maintenant cette action va vraiment supprimer la cause ? Est-ce que ça va pas se reproduire ? Et ça, souvent, c'est la citation d'Einstein qui dit il serait stupide de penser qu'en faisant toujours la même chose, on aura des effets différents. Des fois, c'est ça. On met en place toujours les mêmes actions, puis on dit c'est bizarre, il y a toujours les mêmes problèmes. Oui, c'est parce qu'on n'a pas identifié le bon problème. Et c'est ça. Et trouver la cause, analyser la cause, c'est écouter, partager, et ça repose sur le dialogue. Donc le dialogue est au cœur. Exactement. Et c'est vraiment, je pense que le rôle d'un conseil facilitateur, c'est aussi ça, c'est de créer les conditions du dialogue, de l'échange, etc. C'est pas facile toujours à valoriser non plus, mais je pense que c'est une approche importante. Et d'une manière générale, qu'est-ce que ça t'a appris depuis que tu as ce poste-là, je dirais, la Asia avant de rentrer dans le monde du travail, qui sortait de l'école, etc. Et puis Asia d'aujourd'hui qui se lance en tant que consultante, qu'est-ce que tu as appris? Quels sont peut-être je dirais les idéaux que tu avais qui ont changé ou les choses que sur lesquelles tu peux capitaliser en disant quand j'étais plus jeune j'avais peut-être une autre approche de certaines choses et quelqu'un qui se lancerait dans ce métier maintenant évite de faire les mêmes erreurs ou au contraire avance-toi, capitalise là-dessus. Je pense à la question du chemin et de l'arrivée. Peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais un côté peut-être un peu idéaliste à voir l'arrivée et à vraiment me dire que l'arrivée c'était l'élément le plus important. Et que pour avoir accompagné depuis plusieurs années les entreprises et avoir fait mon expérience, je pense que le chemin est très très important. Et c'est le chemin qui compte et qui mènera. Voilà. Donc c'est finalement comment on avance ensemble, comment on construit ensemble, quel apprentissage on fait et changer une culture, des pratiques, transformer des organisations, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est beaucoup de modestie, d'apprentissage, de partage, et donc du coup ça se fait aussi dans la durée. Je te rejoins encore une fois complètement. Effectivement, puis l'arrivée, paradoxe. Enfin, il y a jamais vraiment d'arrivée. Maintenant, on le voit bien. Il y a 1 an, on serait pas posé la question de comment on met en place des règles sanitaires pour se rencontrer, pour faire des choses comme ça. Donc, on sait pas de quoi demain sera fait. Donc, se dire qu'un jour il y aura un état qui sera définitif, c'est utopiste, voire dangereux, parce que c'est penser que. Mais ce qui est très important là, c'est de se dire finalement. Quel bout de chemin on a fait dans cette crise, cette première partie, on va dire, de crise Covid? Qu'est-ce qu'on en a appris?
et demain ça se représente, ou je sais pas, une deuxième vague, finalement, qu'est-ce qu'on ferait autrement? Donc c'est prendre ces temps d'apprentissage, en fait, collectif. Une fois, d'analyse. De retour d'expérience, pour, ressortir plus fort. Et ça fait partie des missions aussi, c'est de pouvoir accompagner à réaliser ces retours d'expérience. Alors, j'ai quelques questions que je m'étais mis de côté, mais on les a déjà un peu abordées, donc je vais voir avec toi à quoi ressemble ton quotidien finalement, tes principales tâches depuis que tu es, parce que quand on passe d'un statut salarié à consultante à son compte, on n'a plus forcément les mêmes rapports. Quel est ton quotidien? Comment tu accompagnes tes clients? Comment est-ce que tu as l'idéal de l'entrepreneuse chez elle qui travaille en chaussons, qui se lève à pas d'heure, qui vit sa vie, etc. Ou est-ce que tu as une vie très rythmée, dynamique? C'est très rythmé là, aussi notamment sur le démarrage, parce qu'il y a toute la phase. Je pense que c'est un peu aussi biaisé par la phase mise sur les rails de l'entreprise. Donc on a plein de choses à faire. En fait, c'est des apprentissages tous les jours. À la fois, on a aussi des casquettes qu'on n'avait pas forcément directement en tant que salarié, parce qu'on gère tout. Donc, on gère la partie commerciale, on gère la partie administrative, le suivi des contrats, la partie un peu réseau, les accompagnements qui ont déjà démarré. Donc c'est très très varié, à la fois sur de l'accompagnement terrain, des premières animations qui ont déjà eu lieu, la construction de projets qui sont en cours, le fait de se dire oui, c'est important aussi de communiquer, de construire là j'ai des projets d'articles sur lesquels je dois me pencher, donc plein de choses, des choses très variées et un nouveau rythme en fait. C'est vrai que c'est encore jeune. Après, j'ai toujours été salariée précédemment, donc c'est un peu une nouveauté aussi pour moi, mais qui me plaît beaucoup. T'as l'air réjoui. Oui. Ça se voit. Après, pour avoir échangé avec beaucoup de dirigeants, forcément, il y a des hauts, il y a des bas. C'est aussi comment construire les équilibres, aussi savoir se préserver. Je pense que la question de la santé du dirigeant, c'est aussi un vaste sujet. Donc aussi. En ligne de mire, arriver à s'appliquer soi-même aussi. Je pense que c'est là que je voulais en venir. Moi, c'était une de mes volontés de me mettre à mon compte en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, plutôt que de choisir d'aller dans un cabinet de consultants, pour justement comprendre le quotidien d'un dirigeant. Et pas arriver avec, encore une fois, des formules toutes faites en disant « mais vous avez qu'à faire ça, pourquoi vous faites pas ça ?» Parce que quand on est confronté à ça au quotidien, on comprend mieux, je trouve, l'effet miroir que tu évoquais tout à l'heure, on comprend mieux pourquoi un dirigeant claque pas des doigts et puis tout. Alors il y en a peut-être qui sont moins volontaires que d'autres, mais il y a aussi un moment, effectivement, quand il faut penser à tout, il y a des moments où on gère des priorités, on met des choses de côté, et c'est pas forcément de la mauvaise volonté ou une volonté de nuire, c'est que des fois, on peut juste pas tout faire dans une journée. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là pour comprendre au mieux des fois que c'est pas si simple d'être tout en haut de la pyramide. Oui. Et de pas tomber dans le yaka faucon, parce que c'est très très simple, et de se dire chacun fait aussi au mieux dans le système de contraintes dans lequel il se situe, dans son contexte. Et c'est aussi de comprendre ça et d'essayer de trouver les bons leviers qui soient vraiment utiles et concrets. Donc le tout, c'est d'être vraiment ressource. Exactement. Et rien de tel que d'éprouver soi-même ces aspects-là. Alors, là, t'as quand même pas mal d'expérience. Pour l'instant, t'as beaucoup d'expérience, mais je dirais, je veux dire, en termes de consultante, pour l'instant, ça se lance, mais tu dois quand même avoir une sensibilité qui te permettrait peut-être d'évaluer la culture managériale en France en matière de QVT, donc qualité de vie au travail, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Comment tu l'évalues en France? Est-ce que tu sens que les gens sont sensibilisés par rapport à ça? C'est des sujets dont on entend de plus en plus parler. Alors, est-ce que moi j'en entends parler parce que c'est un sujet d'intérêt, et auquel cas, il y a toujours la bulle de filtration autour de moi qui peut-être me renvoie des signaux, mais est-ce que pour toi, les entreprises sont sensibilisées à ces problématiques-là? Alors, je vais faire ma normande, je vais dire ça dépend. En fait, oui, il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure, en fait, sur tout dépend ce qu'on y met derrière. On voit de plus en plus de prise en compte des enjeux de qualité de vie au travail. Après, tout dépend vraiment ce qu'on y met derrière. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui, derrière la qualité de vie au travail, vont mettre, alors ce que j'appelle la QVT, baby-foot, donc tout ce qui est finalement... Tout ce qui n'est pas en lien direct avec le travail, en fait. Derrière la qualité du travail, pour moi, il y a ce qui est au cœur, c'est le travail, et c'est pouvoir agir et s'exprimer sur le contenu de son travail. Donc, Donc, en fait, on peut avoir des entreprises qui vont proposer des massages, plein de choses. Donc,
pour moi, ça peut être pourquoi pas du plus, mais on n'est pas au cœur du sujet. Voilà. Mais on n'est pas au cœur du sujet. Si la personne retourne à son poste de travail en stress, angoissée, etc., on n'agit pas sur les causes. Voilà, on agit pas sur les causes. Alors après, peut-être, je sais pas, j'avais peut-être une vision dans les entreprises que j'ai pu rencontrer. Je pense que ça dépend vraiment de la vision et de l'appétence du dirigeant. J'ai rencontré dernièrement pas mal de jeunes dirigeants, pas forcément en âge, mais dans la fonction, et qui ont finalement créé leur entreprise et pour un management différent de ce qu'ils ont vécu eux en tant que salariés, où ils n'avaient pas le droit forcément de s'exprimer, de proposer des idées. Donc on sent qu'il y a aussi du renouveau sur une autre vision, du participatif et de l'humain. Donc, je pense que les choses changent, mais que encore, je sais pas trop dans les écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles de management, ces questions-là, je pense qu'il y a peut-être encore du travail. En fait, si je comprends bien ton discours, c'est que les gens qui sortent de l'école et qui ont une vision théorique n'ont pas encore cette approche-là. Ceux qui ont expérimenté le terrain et les difficultés ont peut-être plus de sensibilité à vouloir mettre en place des démarches de QVT, quoi. Oui. Et après, tout dépend de sa vision et de son appétence aussi. Et je pense que c'est lié aussi aux valeurs. Est-ce que la vision, aux valeurs. Et quand on te sollicite, quand on te fait intervenir dans une entreprise, c'est quel est l'élément déclencheur? C'est quelqu'un qui est motivé, qui dit il faut changer les choses, etc. Ou est-ce que c'est un peu une injonction d'un client, d'un groupe, de quelqu'un qui dit là dans cette filiale là c'est trop le bazar, donc on impose un consultant QVT, auquel cas c'est pas forcément vécu de la même façon. C'est ça. Je pense que c'est plutôt le premier cas. Le premier cas. Ou alors, si c'est le deuxième, ça va être de voir, de discuter ce qu'il y a de la marge de manœuvre locale. C'est ça. Et en fait, pour avoir accompagné précédemment déjà des groupes avec où il y a le niveau groupe décisionnel avec qui négocie des accords au national et les établissements en local où les acteurs sont différents. On est avec les représentants du personnel locaux. C'est pas forcément le même positionnement que de négociation que le national. Et c'est vraiment de voir dans cette intervention-là quelle est la marge de manœuvre du local. Et là-dessus, parce que en fait, dans ce que j'ai pu observer, si c'est une mise en place très descendante de groupe, qui tient pas compte de la spécificité de l'établissement, selon le territoire, selon sa population salariée, selon ses spécificités d'activité, les enjeux ne se poseront pas de la même façon. Donc c'est comment créer aussi, garder de la marge de manœuvre. Certains directeurs d'usine m'ont dit par exemple, j'ai très très peu de marge de manœuvre par rapport au national. Donc certains peuvent avoir les coups des franges, d'autres non. Donc tout dépend du système de gouvernance. Plus il y a de la marge de manœuvre en local et plus des actions pourront être imaginées aussi de façon aussi innovante, intéressante, et d'avoir. Mais ça dépend après de la vision groupe. Oui. Voilà, il n'y a pas de règle en fait. Non, il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de l'approche. Si je comprends bien. Il faut que ce soit du bottom-up, quoi, en fait, que ça parte. Et il faut aussi, je pense, et la logique d'expérimentation, qu'elle soit dans la démarche pour les structures que j'ai pu accompagner, qui faisaient partie de groupes. C'est intéressant, c'était des logiques, en fait, d'expérimentation. On va avoir 2 pilotes sur 2 sites qui sont complètement différents. On va voir finalement ce que ça produit. Comparer, tester, avant de proposer d'autres choses pour les autres, en fait. Ouais. Du coup, et pas dire, on a bien pensé à tout en national, on impose voilà. J'entendais juste en venant de travailler ce matin, tu vois, une citation dans un autre podcast qui est le podcast Les outils du manager. Je sais pas si tu connais ce podcast-là, qui est assez intéressant d'ailleurs, et qui disait qui citait une citation de Mike Tyson, comme quoi c'est pas forcément le manager auquel on pense pour commencer, mais on disait comment, à votre avis, est-ce que vos adversaires ont un plan pour vous battre? Et ils répondaient oui, ils ont tous un plan jusqu'à ce qu'ils se prennent une première droite. Ça peut paraître un peu violent, mais c'est pour dire qu'en fait, on peut tous imaginer tout ce qu'on veut, etc. Et dès qu'on est confronté à une première difficulté dans la réalité, nos plans, ils volent en éclats, en fait. Et que c'est pas si simple. Et c'est pouvoir rebondir par rapport à ça, comme tu disais. Si tu arrives avec un plan que on a tous écrit dans un bureau bien propre, etc. Et puis on est confronté à la réalité et que la réalité n'est pas du tout comme ça. Comment on rebondit par rapport à ça, quoi. C'est éviter de tirer trop de plans sur la comète en se disant, en suivant tout le process de A à Z, ça va marcher. Puis finalement, on en revient à l'agilité. On en revient à l'expérimentation et aux organisations prenantes. Exactement, savoir se réorienter rapidement en cas de dérive, quoi. Alors justement, quel est ton secret ou ta méthode pour impliquer la ligne managériale globalement dans une entreprise? Quand tu interviens et que tu sens qu'il n'y a pas ça, alors tu as parlé un peu de dialogue, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent intervenir?
C'est la place. Est-ce que tu es directive ou est-ce que tu es plutôt c'est de comprendre aussi les contraintes des managers. Parce que en fait, je pense que le métier de manager, et pour l'avoir vécu, c'est un métier qui est pas évident. On est un petit peu entre le marteau et l'enclume. On est placé devant des injonctions des fois paradoxales ou contradictoires. Et du coup, comment et comprendre aussi la logique du manager. Et parce que finalement, on peut aussi s'intéresser à leurs propres conditions de travail. Donc c'est aussi de pas dire parce qu'on c'est pas que ils sont pas neutres ou transparents. Ils sont pas neutres, ils ont aussi leurs propres conditions de travail et un manager qui sera entre guillemets maltraité pour être maltraitant vis-à-vis de ses équipes. Donc c'est aussi laisser le bénéfice du doute. Alors c'est pour ça que moi sur le management, j'ai une approche qui est très aussi sur l'organisationnel parce que dès qu'on parle de management, on entend les pratiques des managers comme si ça ne dépendait que de l'homme, alors qu'en fait c'est un système d'organisation, un manager a ou pas de la marge de manœuvre, a ou pas de l'information. Voilà, donc il y a certes l'aspect compétence, mais pas que. Donc c'est vraiment aussi de tenir compte de la situation des managers, les impliquer, leur donner un rôle dans la démarche. Dans pas mal de démarches, les managers sont mis un petit peu, entre guillemets, de côté. On va solliciter les équipes et puis sans forcément impliquer les managers. Donc je pense que c'est très important de pouvoir leur donner un rôle qui puisse aussi s'exprimer sur leurs contraintes et difficultés pour pouvoir identifier des actions à différents niveaux, mais aussi pour leur faciliter le travail. D'accord, ouais, ça me paraît intéressant comme approche. C'est vrai qu'on parle souvent des managers comme des gens qui auraient juste je caricature un peu, mais à faire du développement personnel pour être des bons managers et puis en se disant maintenant je vais faire un peu de méditation, je vais être bienveillant, je vais être machin et ça va marcher. Oui, mais ça c'est dans un monde idéal, mais si l'organisation autour ne le permet pas, ça change rien. Ça doit être encore plus frustrant d'ailleurs de se dire moi je me donne tous les moyens mais autour de moi c'est un champ de ruines et je ne peux rien construire. C'est pas si simple. Est-ce que en tant que manager j'ai de la marge de manœuvre sur l'organisation de mon équipe ou de mon service? Exactement. Est-ce que en tant que manager je peux remonter mes propres difficultés de management? Est-ce que je peux avoir une écoute? Exactement. Ou est-ce que je suis un bon manager si je n'ai pas de problème et j'applique? Et du coup je peux être tenté de mettre des choses sous le tapis et que surtout ça ressorte pas. C'est ça. Est-ce que je peux m'autoriser à dire non en tant que manager parce que connaissant le terrain, est-ce que je peux rediscuter de choses? Donc ça pose la question aussi de la place et du rôle des managers. Et pour moi, c'est une question avant tout de système, d'organisation managériale. Et trop souvent, on l'a vu quand il y a eu en 2008 l'ANI, la Coordination interprofessionnelle sur le stress. Pour beaucoup d'entreprises, les actions de prévention sur le stress, c'était quoi? Former les managers aux risques psychosociaux, comme si tout ne dépendait que d'eux, pardon. Donc du coup, c'est vraiment... c'est un acteur parmi d'autres et il faut s'intéresser à leurs propres conditions de travail aussi. Et c'est vrai que on se rejoint même si on n'a pas les mêmes approches. Moi, je suis plutôt dans les démarches QSE, toi, t'es plutôt dans les démarches QVT, même s'il y a des ponts qui se créent. Et ce que j'aime bien dans ce qui a changé dans les démarches QSE, c'est le remplacement du terme entreprise, organisation à organisme. Ce qui donne un sujet vivant et que tout est lié. Écosystème. C'est-à-dire qu'un cœur ne fonctionne pas tout seul sans les poumons. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça en fait. C'est de dire que si on ne prend le problème qu'à un endroit, on risque de passer à côté du fonctionnement global de l'organisme. Et j'aime bien ce terme-là et je pense qu'on se rejoint sur cette approche-là. Alors, justement, comment, à ton avis, mieux communiquer sur les sujets en matière de QVT, conduite du changement, RSE, risques psychosociaux, sans tomber dans le sujet des tartes à la crème qui sont sans conviction, où on tombe sur, c'est le nouveau à la mode, le truc à la mode, donc on l'applique, personne n'y croit, les équipes, on leur fait monter un peu le soufflet en disant ça va être super, puis finalement il se passe rien parce qu'ils se disent ok super, on nous parle de QVT, on a juste mis un baby-foot. Mais mes problèmes, ils sont toujours là. Comment on peut éviter de tomber dans ce travers-là, à ton avis? Je pense qu'il faut pouvoir valoriser des bonnes pratiques, mais des bonnes pratiques qui sont au cœur vraiment du sujet, sur ce qu'on évoquait, sur les marges de manœuvre décisionnelles, sur l'implication réelle dans les projets, sur... de rendre visible en fait finalement des choses qui se passent tous les jours dans certaines entreprises mais qu'on met pas assez en avant. C'est-à-dire qu'on entend plus facilement parler peut-être du baby-foot que le fait de dire avant de faire un investissement j'implique complètement les équipes de terrain dans la chaîne de décision qu'une personne c'est ça, c'est pas un maillon, c'est une chaîne quoi. Exactement. Et plutôt d'essayer de valoriser, de montrer que c'est possible, que c'est pas forcément coûteux, que c'est accessible,
Ça peut sembler être du bon sens, mais c'est pas évident quand on a la tête dans le guidon, dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise. Voilà, je pense notamment les entreprises en croissance, finalement. C'est de se dire, finalement, à quel moment je m'arrête, je me regarde pédaler pour dire, bah oui, on peut fonctionner autrement aujourd'hui. Côté pour me dire, tiens. C'est ça. Donc, je pense que c'est en valorisant vraiment des cas concrets, des bonnes pratiques, pour aussi rassurer, donner envie d'y aller. Oui, être incitatif. Incitatif, finalement. Voilà. Et vraiment sur ce qui est au cœur, c'est-à-dire le travail. D'accord, très bien. Et du coup, comment tu vois évoluer ton métier à moyen et long terme, en fait? Quels sont les défis que tu vois à relever et auxquels, quelle est la première chose à mettre en place? Quelqu'un qui écouterait le podcast là tout de suite, quelle est la première action à mettre en place pour initier ce type de démarche? Quelque chose de simple, de concret? Se poser la question, en fait, est-ce que j'écoute? Comment est-ce que j'écoute? Et comment est-ce que je dialogue dans ma structure? Est-ce que je dialogue ou j'échange pour me persuader que j'ai raison? Ou est-ce que, finalement, est-ce que je cherche ou pas à comprendre ce qui est en train de se passer, le pourquoi des choses? Donc, je pense que c'est la première étape. C'est finalement l'implication. En fait, Voilà. Ouvrir parce que finalement là je me suis formée au co-développement professionnel et c'est très intéressant de voir justement dans les échanges la façon de questionner. On prend des habitudes de questionner de façon très orientée où en fait on pose une question, est-ce que mais question qui est très fermée. Finalement on propose presque la réponse dans la façon de poser la question et c'est un vrai apprentissage de questionner de façon très large pour ouvrir et comprendre. Donc c'est aussi s'intéresser à l'autre, à la logique de l'autre, pourquoi les choses se passent comme ça. Et je pense que c'est déjà chercher à comprendre et créer les conditions pour une expression, une vraie remontée. C'est déjà un très très grand pas. On rejoint en fait finalement quand je t'entends parler là, ça rejoint beaucoup les techniques d'audit en fait. Encore une fois auxquelles j'ai été formé récemment, où finalement les techniques en entonnoir. Enfin, il y a plein de façons d'aborder les sujets pour éviter que finalement une réponse vienne valider la question finalement et pas plus, une sorte de checklist. Alors que justement le but d'un audit c'est de faire ressortir des choses auxquelles les gens face auxquelles ils ne se sont jamais posé les questions. Parce que c'est juste pour dire oui non, ça ne sert à rien. Si derrière ça leur permet de s'améliorer, d'identifier des sujets, etc. Là on a gagné quelque chose, on est venu pour quelque chose. Et c'est vraiment la question essentielle, c'est pourquoi. Et avant de chercher à agir, c'est d'avoir ces réponses. On dit la technique des 5 pourquoi. En tout cas, c'est vraiment de comprendre et de croiser les regards, en fait. C'est aussi de se dire, faut pouvoir décloisonner. En fait, décloisonner et croiser les regards pour avoir plus les regards seront différents parce que chacun a sa logique. Entre la logique du responsable qualité, du responsable production, du DRH ou du directeur général, la logique seront différentes. Et les représentants du personnel en auront d'autres. Donc, c'est décloisonner et créer les conditions pour un vrai dialogue. Voilà. Et ça, c'est un bon point de départ. C'est comme construire une maison, il faut des fondations solides. Fondations, oui, tout à fait. On commence pas par le toit. Tout à fait. Écoute, merci pour cet échange, Assia. On a vraiment passé un bon moment. De toute façon, je mettrai les liens vers les réseaux sociaux, vers ton site, Seedwork. Il y a un site qui existe. Alors, il est en cours de construction. Je mettrai le lien dans un premier temps vers la page à venir. Il y a la page LinkedIn qui est ouverte sur les réseaux sociaux. Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un livre que tu recommanderais, un livre dans ton domaine d'activité pour justement Alors, justement, ce que je suis en train de lire actuellement, et c'est un ouvrage, j'aime beaucoup, c'est Mathieu Detchessar, qui est un chercheur en sciences de gestion. Et en fait, là, qui a écrit un ouvrage, c'est un ouvrage collectif, qui s'intitule « L'entreprise délibérée ». Et justement, c'est un petit, entre guillemets, pied de nez à la notion d'entreprise libérée, en même temps qui place la question du dialogue et de la délibération au cœur du sujet, au cœur du management. Et justement, comment replacer le dialogue et la place des managers dans le dialogue avec les équipes et comment délibérer en entreprise pour... voilà. c'est intéressant. Et avec une préface d'Yves Clos. Et voilà, donc c'est un ouvrage collectif et je trouve que c'est assez au cœur du sujet. Et surtout en ce moment. Super. Et en termes d'outils digitaux, alors je mettrai le lien, bien sûr, les références de l'entreprise délibérée dans les notes du podcast. Et quels outils digitaux ou applications utilises-tu particulièrement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu as des choses en matière de QVT, des choses qui... Ça peut être des outils de diagnostic ou outils en termes de diagnostic, non, pas forcément. Je me cherche encore sur moi des outils. Enfin, disons que ce sera plus des outils collaboratifs. D'accord.
Et du coup, la phase confinement et Covid a fait qu'on a travaillé beaucoup plus à distance. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion d'animer des formations à distance pendant cette période-là. Et je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment pas mettre de côté les aspects participatifs et créatifs. Et du coup, c'est des petits outils que j'utilise. Là, par exemple, j'utilise Jamboard. Et c'est un... Comment tu... Jamboard, Jamboard. J'ai découvert en faisant un petit séminaire sur les méthodes agiles à distance pendant le confinement. Et c'est très simple, très basique. Mais c'est comme un tableau blanc avec des post-it. Mais on peut être à plusieurs, connectés. Moi, j'en ai fait aussi avec le club agile, mais c'était pas cet outil-là. Il s'appelait autrement. D'accord. Comme quoi, il y a plusieurs outils. Bah, c'est intéressant. Et c'est intéressant parce que finalement, voilà, j'avais animé pendant 2 jours une formation sur la prévention des risques psychosociaux, etc., mais avec diffusion de films, travaux en sous-groupe, des briefings collectifs, et voilà, ces petits outils, ça permet vraiment de recréer du collectif, du participatif. Après, je me cherche encore sur des outils qui permettent de faire plusieurs choses en même temps, et le collaboratif, et les aspects visio, et les aspects sondage en ligne. Donc voilà, il y a Klaxoon. Global, c'est sûr que ça s'écrit GLOWBL. C'est un outil qui permet de faire des classes virtuelles avec une classe globale, et puis après tu peux te faire travailler en sous-groupe. Chacun est indépendant. C'est ce que je cherche. Oui. Ça fonctionne comme ça, et après quand tout le monde revient dans la même classe, tout le monde a le micro s'entend, mais chacun peut travailler en sous-groupe avec des documents partagés par atelier. Et enfin voilà. C'est ce type de. Alors j'avais vu, il y avait d'autres logiciels, mais voilà. Par exemple, je sais que celle-ci existe. Donc, écoute, j'ai bien le lien. Je vais aller creuser. Donc voilà, je suis dans la phase un peu. Benchmarking de tout ça. Comme ça. Quand on se lance, c'est ça. C'est aussi le petit plaisir de l'expérimentation. Il faut se l'appliquer. Et justement, aurais-tu une recommandation globale pour les auditeurs, quelque chose qui soit pas forcément un livre, pas forcément, ça peut être un podcast, un film que tu as vu, que tu trouves inspirant, je ne sais pas. Moi, c'est de se dire aussi de voir ce qui va bien. En fait, parce que on voit souvent le verre à moitié vide, et en fait, il se passe plein de choses, géniales aussi. Plein d'initiatives positives, et c'est toujours d'avoir ça en tête, et parce que des fois c'est présent, on s'en rend pas forcément compte, mais si on avance, c'est aussi grâce à ça. Donc c'est de se faire des petites listes de ce qui fonctionne bien, ce qui est précieux, ce qu'on a envie de développer et garder pour demain, et que ce soit dans le sphère professionnelle, personnelle, et puis dans les collectifs, je dirais. Je pense que ça aide aussi à l'amélioration continue, à avancer. Si on voit que le négatif, on se retrouve vite pris au piège finalement d'une pensée négative. Avant de nous quitter, je te propose de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as des projets de l'actualité à venir, que ce soit des formations, tu nous parlais des choses à distance, je sais pas, peut-être qu'il y a des ateliers que tu vas animer dans les semaines qui viennent, ou des choses comme ça, ou... Oui, alors là j'ai deux jours de formation qui sont programmés sur la mise en place du télétravail, en partenariat avec Formadexp, qui est un organisme de formation. Et puis là je vais prochainement, je vais animer un atelier de co-développement découverte en partenariat avec l'ARACT Normandie pour les matinales consultants. Donc, je crois que tu es inscrit d'ailleurs. Le 25 septembre. Oui, c'est ça. C'est ça. J'y serai. Donc on va se retrouver. Et pour le moment, c'est les prochaines dates. Et justement, là, je vais lancer d'autres. Je vais mettre en place des sensibilisations, auprès de clusters ou de groupes d'entreprises sur. Je pense là beaucoup sur tout ce qui est. Beaucoup d'entreprises sont concernées par la généralisation du télétravail, et ça questionne le fonctionnement global, le collectif, le management. Donc je prévois de. C'est pas uniquement effectivement des outils, le télétravail. C'est travailler ensemble autrement. Exactement. Et donc il y a plein de points de vigilance, plein de points d'attention. Donc là, je prévois de réaliser des sensibilisations sur ce sujet, et puis de façon générale sur les organisations de reprise. Très bien. Donc je diffuserai sur ma page LinkedIn. Parfait. De toute façon, il y aura tous les liens dans les notes du podcast. Merci Assia d'avoir joué le jeu de cette première interview. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Et puis vous retrouverez toutes les informations sur les réseaux sociaux, de l'huile dans les rouages, sur le site deluiledanslesrouages.fr. N'hésitez pas à partager autour de vous, auprès des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt.